Salam alaikum, Zulflaoun, bonsoir. La dernière interview accordée par M. Lamamra au journal Al-Quds Al-Arabi paraissant à Londres pose beaucoup de questions. À lecture fine des propos de M. Lamamra, ce dernier fait état de problèmes internes en reconnaissant de facto le Hirak populaire comme étant non pas un Hirak Moubarak, mais un phénomène politique qui participe à affaiblir le système politique algérien dans sa matrice même de fonctionnement. Ce qu'il faut observer, c'est que le Hirak était en mouvement bien avant la normalisation des roitelets du Golfe, de Bahreïn et du Royaume du Maroc. Dans son propos, M. Lamamra dit que si l'Algérie se trouvait encerclée et sa sécurité interne déstabilisée, les partisans de la normalisation seront ravis d'éliminer l'obstacle de l'Algérie qui refuse la normalisation par principe. Il est important que M. Lamamra précise sa pensée et s'explique sur le contenu de ses propos qui peuvent être interprétés comme une ouverture de la normalisation. Si toutefois la question palestinienne pouvait trouver ne serait-ce que l'ébauche d'une solution. La théorie du complot faisant partie intégrante des éléments de langage du pouvoir, il est difficile, voire incompréhensible pour le peuple de l'opposition de souscrire à des thèses aussi légères. À l'ennemi intérieur fabriqué de toutes pièces par les services, aux ennemis naturels et historiques, le pouvoir veut faire sombrer le peuple algérien dans une espèce de paranoïa et de s'exonérer toute responsabilité dans la situation que vit le pays sous le double plan interne et externe. Si le pouvoir n'a pas la capacité de manipuler le réel, il a la capacité d'instrumentaliser l'interprétation du réel. C'est ce qu'il n'a cessé de tenter de faire depuis 1962, mais aussi depuis 2019 avec l'étendard Amazigh jusqu'à celle du terroriste grossièrement fabriqué Dahdouh pour tenter de diviser le Hirak et l'isoler. En se cherchant des coupables, le régime voulait d'abord faire oublier son incompétence. Nous avons hérité un fonctionnement politique qui a produit des luttes internes du mouvement national, où seul le rapport de force allant jusqu'à l'élimination physique a prévalu. Un système qui a fait de l'élimination physique le mode préféré de règlement de conflits politiques. Les exemples sont nombreux. De Abban à Karim, à Khidar, à Boudiaf, à Qasdi Merbah, à Hachani et de Ma'toub, Rabbi yarhamhum, et de tant d'autres. Les coups d'État successifs n'ont pas aidé à enraciner la démocratie, bien au contraire. Pour preuve, le locataire d'El Mouradia a bien dit dans une de ses interviews au sujet d'un cas précis, Wallah, mani talgou, s'improvisant à la fois comme juge et partie, oubliant que seule une justice indépendante et de bonne foi peut justement dire le droit. C'est hélas, c'est à ces détails qu'on l'on reconnaît un état de droit et quand il n'y a aucune confusion entre les pouvoirs. Le peuple algérien n'en peut plus d'être victime d'un système qui le mutile, l'ampute et envisage pour lui et sans lui un avenir mortifié. Il n'en peut plus aussi qu'on lui serve la soupe du complot à tous les étages pour pallier l'incompétence de ceux-là même qui dirigent le pays. L'incompétence dont a fait preuve l'état-major et sa police politique depuis février 2019. En écartant le changement a été une cuisante défaite pour la pensée politique. Depuis certaines oppositions aux ordres désunis, atomisés, envahis par les scandales de la corruption et torgeux. Le système électoral a perdu son âme. À l'effondrement des partis s'est ajoutée la mise au pas de la haute administration au fil de nominations en fonction d'allégeance plus que de compétences afin de renforcer la verticalité des décisions. Les partisans des élections parmi les idéologues sentiments de déception et d'amertume en découvrant qu'ils pourchassaient des mirages. Tout cela fait partie des réalisations de la révolution pacifique qui a convaincu de nombreux Algériens
que ce régime n'a ni projet, ni idée, et qu'il ne défend ni des principes, ni des valeurs, et que le danger qu'il représente pour l'Algérie doit les pousser à unifier leurs rangs et à aller à l'avant pour arracher la liberté et engager le processus de construction de l'État de droit. شبيبة نايضة راو داير روحو ما يسمعش المزبلة واجدة والتاريخ يا خو ما يرحمش الخمسة ماكلات صحتكم ما نطوات معول تخلطها وتخلي فيها غير الفتات الأميمة ما نسات بدتها اللي نشوات 10 سنين تيروريزم وزدتو 20 ما كفات زوالي ولد بلاد جدو كي جدي عليها مات يا الخاين ضاقت بك من يدك هربت ما ولات تروح وقاع تطير وقاع ويبقى غير الحجر في القاع يا مالك الضيبع بقرت لي تمام تنباع توكسيك توكسيك راها توكسيك الحالة مخلطة ويقول لي خديك من البوليتيك توكسيك توكسيك راها توكسيك تتنحو قاع بيك من غير بوليسيون باسيفيك يا بنتي ما نهناش ملكية ما نرضاش واش ما خسرناش في برمة العياش شبيبة ما تعياش على بلادي ما تفراش يا بنتي ما نهناش ملكية ما نقراش واش ما خسرناش في برمة العياش شبيبة ما تعياش ولاش سماح ولاش توكسيك راها توكسيك الحالة مخلطة ويقول يخطيك بالبوليتيك توكسيك راها توكسيك تتنحو قاع بيك من غير بوليسيون باسيفيك خفنا عليها زمان من الغلطة نتاع زمان غصة في قلب سكتنا باش تبقى هي ثمان طال الحال الشاب زوالي من التخمام غرقتو في الزط لا راضي زيسبيري ما يلام يا القاضي عدل في حكام كاين ربي فوق المال موحدو كيتو هو البندية ما عليه كلام شفنا بعينينا سنين وبقينا حاصلين بين وبين بين حكم الميت ولا الشر وكلاش القتالين طحتو في اليدين ما نسمحو اليوم الدين نموتو ماش خسارة وتبقى بلادي في العينين ضحيتو بالقلاليل مازال شافيتي قنتورين باسي كريمينال تروحو فيها قاع يا السراقين حرية لا بديل طرنا ومبقيناش خايفين خرجنا قلنا كلمتنا وللور ما رانا راجعين حرية لا بديل طرنا مبقيناش خايفين خرجنا قلنا كلمتنا وللور ما رانا راجعين توكسيك توكسيك راها توكسيك الحالة مخلطة ويقول لي خديك من البوليتيك توكسيك توكسيك راها توكسيك اسمع السون استغل دي توكسي نقيلك ودنيك Algérie, le pouvoir entre menaces et complots. C'est le titre de notre émission pour ce soir. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir dans cette émission notre ami Mohamed Khelfaoui, analyste sécuritaire, qui est avec nous depuis Alger via Skype. Si Mohamed Khelfaoui, bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik. مساء الخير سي ناصر مساء الخير على كل الضيوف وكل من يتابع. Et j'aimerais aussi préciser, M. Mohamed Khelfaoui, que vous faites partie aussi, comme tous nos invités, de l'équipe type de cette émission, ou de toutes les émissions d'Al Magharibiya. Marhaba bik, si Mohamed. J'essaie d'apporter ce que je peux, honnêtement. On aura le plaisir aussi d'accueillir professeur Nordin Aoussat qui est avec nous via Skype, militant politique. Si Nordin Aoussat, bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik, si Nordin. Allah يسلمك سي ناصر مرحبا avec سي Khelfaoui, tous les invités de cette émission inchallah et les téléspectateurs et téléspectatrices d'Al Magharibiya. Marhaba bik, c'est Nordin. On aura aussi dans la deuxième partie Maître Nabila Smaïl, avocate et militante politique. Elle sera avec nous depuis Alger. On va commencer cette émission. Donc en préparant cette émission, bien sûr, on va revenir sur les déclarations ou l'interview de Ramtal Amama, le ministre des Affaires étrangères, au journal Al-Quds Al-Arabi. On va revenir sur cette interview, mais aussi en préparant cette émission, on a vu qu'il y a eu donc les résultats des élections. On ne sait pas s'ils sont définitifs, mais on peut annoncer quelques chiffres aussi. Et, donc ça a été annoncé juste un instant
par Mohamed Chorfi, le responsable donc de l'ANI, qui est l'autorité nationale indépendante des élections, le président de l'ANI. Il a parlé, donc, il a avancé des résultats. Et apparemment, donc, c'est le FLN qui vient donc en première position, d'après les chiffres qu'il a avancés, suivant, je pense, du RND. En troisième place, c'est la liste indépendante. Et quatrième place, je pense, c'est le mouvement Albina de Bengrina. En quatrième place, c'est El Moustaqbal, pardon. En cinquième, c'est le mouvement Albina de Bengrina. Et en sixième position, le MSP de Mokri. Voilà, donc c'est ce qui a été annoncé. On reviendra bien sûr dans d'autres émissions avec beaucoup plus de détails par rapport à ces résultats. J'aimerais avoir votre première impression, si Mohamed, donc après les déclarations de Mohamed Chorfi, qu'est-ce que vous pensez donc de ces résultats des dernières élections? Bon, en fait, nous avons toujours les mêmes partis, donc les mêmes, je dirais pas orientations, mais pratiquement une administration qu'on a l'habitude de voir, malgré les déceptions, malgré les achats de postes en tête de liste du FLN, du RND et d'autres, et beaucoup d'autres, j'en connais personnellement. Donc, on ne peut pas parler de renouveau, on ne peut pas parler d'une assemblée déterminée à apporter, à travailler dans le sens d'une évolution telle que nous l'attendons. D'ailleurs, la déclaration du président de la République, on ne peut pas exiger de l'expérience, etc. C'est dire que cette assemblée, si elle n'est pas là juste pour avaliser ce qui est décidé ailleurs, c'est-à-dire chez l'exécutif, seul le reste, bon, c'est une tendance à l'amateurisme, puisqu'on n'exige ni expérience, ni disons un niveau bien, disons approprié pour l'ambition, pour ce que doit faire les missions d'une Assemblée nationale populaire, envers laquelle le peuple regarde pour défendre les lois, ses libertés et tout ce qui s'ensuit, son mode de vie. Voilà, donc c'est la même chose, quoi. Donc, est-ce que vous pensez que on est toujours dans la continuité, si Mohamed, quand on entend les déclarations de Mohamed Chorfi, le président de l'ANI, qui dit que sans grande surprise, le grand gagnant de cette élection, c'est le FLN? Non, on fait du surplace. Il n'y a pas d'évolution, il n'y a pas de continuité. On fait du surplace. Nous sommes toujours au même point, du point de vue couleur de l'Assemblée. On est toujours au même endroit. On est là, il y a le FLN, le RND, Moustaqbal, qui n'est en tant que, tout à fait le FLN bis, si je peux me permettre de le qualifier ainsi. Oui, il y a le MSP et le BINAS qui se renforcent mutuellement. Donc, personnellement, je ne vois pas. Mais le temps le dira. Le temps montrera. Très bien. Nous avons vu des députés, et franchement, faire des déclarations très chaudes, des déclarations presque à la limite de la menace envers le gouvernement, mais qui au final ont voté oui pour la loi de finances et pour tout ce qu'il leur est proposé. Alors, le langage est une chose, mais à la fin, tout le monde dit oui et c'est tout. Très bien. Restez avec nous, c'est Mohamed Khelfaoui. On va donner la parole à Sinourdine. Sinourdine, quelle est donc votre réaction, votre impression par rapport à ces résultats qu'on vient d'annoncer tout un instant? On parle donc du grand vainqueur qui est le parti FLN, et on voit presque tous les partis qui gravitaient autour de Bouteflika, du système Bouteflika ou du règne de Bouteflika.
De toutes les manières, c'est Nasser, depuis, je dirais, avril 2019, le pouvoir a montré qu'il n'était pas prêt à écouter le peuple algérien, que le pouvoir est dans le déni total de la nécessité de changer. Il est dans une course et d'une fuite en avant. On prend les mêmes et on recommence. La seule nouveauté, c'est cette soi-disant société civile, ces indépendants que Tebboune voudrait et qu'il a déjà annoncé depuis plus d'un an et demi déjà dans le journal L'Écho, le journal français, où il disait qu'il allait aider, donner un coup de pouce pour les indépendants et les jeunes sur ces listes. C'est la seule nouveauté. Sinon, les partis RND, FLN, c'est les deux béquilles du pouvoir. Le MSP et le Bina, Bengrina et Mokri, pareil. Et les autres partis, on est toujours dans la même configuration que le déni et on refait la même chose que ce qu'ils ont toujours fait, c'est tout. Il n'y a pas de nouveau. Donc, de toutes les manières, c'est la 4e élection, c'est le 4e scrutin depuis le 12 décembre 2020 et 2019, je veux dire, et on trouve toujours le peuple. Cette fois-ci, il a fait encore un cran. Il s'est montré indifférent. Non seulement il a mais d'après vous, Nourdine, est-ce que vous pensez que c'est un échec pour le régime, qu'on voit toujours les mêmes? Il a du mal à renouveler, si on peut dire, sa clientèle. Comment peut-on lire? Pourquoi cette continuité alors que les Algériens connaissent très bien ces partis? C'est Nasser, c'est simple, on ne va pas, comment dirais-je, chercher à philosopher sur des points qui sont tangibles, qui sont saillants, qui sont palpables. Quand vous voyez Chengriha, vous voyez l'échec de l'institution militaire. Je dis bien l'institution militaire, parce qu'un nombre de cas, quand vous voyez, alors là, Ben Ali, c'est pas que l'échec, c'est une hécatombe. Quand vous voyez des hommes de 76 ans, chef d'état-major, 76 ans, et tout son état-major, ils ont plus de 70 ans, c'est l'échec. Ils n'ont pas pu renouveler. Quand vous voyez Tebboune, Abdelmajid Tebboune, c'est pareil aussi. C'est l'échec de la classe politique, il n'y a pas de renouvellement. Quand vous voyez à la tête de l'Assemblée, de la Majlis al-Oumma, donc de ce pseudo-Sénat, quelqu'un comme Salah Goudjil qui approche ou dépasse les 80 ans, c'est un échec total. Voilà, donc c'est un échec patent, mais le déni d'ailleurs, c'est le grand signe d'un échec. Quelqu'un qui est dans l'échec, il ne veut pas reconnaître son échec parce que ça lui demande un courage, ça lui demande une certaine force pour aller au-delà de cet échec. Il se réfugie dans le déni et c'est ce que fait le pouvoir. Mais sinon, les échecs, c'est l'image de Chengriha, l'image de Tebboune, l'image de Salah Goudjil. Ces trois-là rassemblés, c'est l'échec de tout un système, de tout un régime depuis 60 ans. Très bien. Si Mohamed Khelfaoui, comment peut-on lire ces résultats? Est-ce qu'on peut parler d'échec du régime ou est-ce qu'on peut parler d'une politique du fait accompli? Ça veut dire on n'écoute pas le peuple, on n'écoute pas ses revendications, on essaye donc de faire semblant qu'on est en train de changer la façade, mais les mécanismes de fonctionnement sont toujours les mêmes. Est-ce que vous pensez on peut parler d'échec ou le régime ou le système a pu, si on peut dire, résister à cette pression du peuple pour le changement? Bon, c'est une obstination face à la demande populaire, face aux exigences du moment, face aux résultats récoltés ici et là sur le plan économique, sur le plan social et sur les autres plans également. Donc c'est une obstination, un déni de voir le réel, de le traiter avec courage, bon sens, perspicacité. Et ça continue, c'est-à-dire que voir les choses se répéter indéfiniment malgré les résultats, c'est franchement croire que j'ai envie d'utiliser l'expression à comparer avec
peut-être un aveugle qui avance et il ne voit pas qu'il est en train de s'embourber de plus en plus. Donc, il demandait un regard serein sur ce qui se passe, des analyses sereines sur les résultats. Bon, tout ceci, on ne fait que répéter. Mais voilà que le pouvoir, en guise de changement, il vous apporte tout le temps, depuis 62, des élections. Mais des élections en plus, à voir certaines vidéos, à entendre certaines informations, où la fraude n'a pas disparu. Et la fraude, c'est la mère de tous les vices dans le système politique. La fraude est la mère, moi je la considère, de tous les vices, parce que quelqu'un qui arrive sans l'appui de la masse ou de la base, c'est quelqu'un qui est prêt à tout. Et donc on peut deviner, on peut comprendre également ce qui s'est passé auparavant avec les autres assemblées. On est arrivé les shkar, comme je le disais tout à l'heure, ou des gens qui sont en poste alors qu'ils arrivent, ils payent des milliards juste pour assurer, en tant que député, assurer ces richesses mal acquises ou douteuses ou bien acquises même, les assurer en tant que député face évidemment à toute l'administration. Quand elle bouge, évidemment. Donc voilà, chacun essaie d'arriver pour se protéger et gagner, bien sûr, dans autre chose. Gagner ce que gagne un député du point de vue influence, du point de vue revenu mensuel, qui n'est pas rien face au revenu de la classe moyenne. C'est quand même très considérable. C'est pour ça qu'eux, ils votent la loi de finances avec tout ce qu'elle comporte, parce qu'eux, ils ne sont pas concernés. Ils sont pratiquement pris en charge. Eux et leur famille, avec cette paye extraordinaire, qui n'est pas proportionnelle aux réalités des autres pays du citoyen algérien. Voilà, je ne peux pas... Très bien. On va essayer donc de revenir sur le sujet qu'on a préparé pour aujourd'hui, bien sûr sur les déclarations d'Ramadan Al-Amamara, cette interview donc accordée au journal Al-Quds Al-Arabi, dont il avait déclaré, c'est Mohamed Khelfaoui, que si l'Algérie se trouvait encerclée et sa sécurité interne déstabilisée, les partisans de la normalisation seront ravis d'éliminer l'obstacle de l'Algérie qui refuse la normalisation par principe, a-t-il déclaré. Aussi, il rajoute, en dépit de son absence des années durant de la scène arabe et l'international, notamment durant la décennie noire, l'Algérie a repris, grâce au récent hirak populaire et à la prise des commandes par des hommes suite à des élections intègres, le chemin de l'efficacité et l'influence sur les plans régional et international. A poursuivi donc Ramadan Al-Amamara. Avant de donner la parole, si Mohamed, pour répondre donc à ces déclarations, on va écouter donc les déclarations, si on peut dire, ou ce qu'avait déclaré Tebboune pendant une interview avec des journalistes algériens. On l'écoute. ان شاء الله نوصلوا لها لان الجزائر بلاد محميه يا ويلو اللي حوس يلعب بها. امثله واضحه يعني وصلنا لدرجه التسعينيات شكون الدوله اللي خرجت من عشريه سوداء كيما تاعنا اللي فتنا عشناها ما كانش. راكم تشوفوها فيه دول اللي راها ما زالت في 30 عام ما زال فيها الإرهاب، ما زال فيها الانشقاقات، وما زال فيها دولة محمية اللي ساير شعبها ويبغي يخدموا بنيته ربي يجازيه في حتى هضرة. اللي يبغي يسلم البلاد لأعدائها يخلصها هنا قدامنا، يخلصها عند ربي. Donc ça, c'était les déclarations d'Abdelmadjid Tebboune. Si Mohamed Khelfaoui, ya Wilou, li habbi yal'ab bel-Jazaïr, yani. La question qui se pose, ce régime ou ce pouvoir voit des menaces partout, des complots partout. On va essayer d'écouter encore. Ma'alish, khalini nkhalik tستنى شوية سي Mohamed. On va écouter encore un autre passage de Abdelmadjid Tebboune. Et là, je vais revenir à vous, si Mohamed.
هما يسمعوا غير بالجزائر اللي علاه قبضتوا فلان وطلقتوا فلان ودرتوا فلان. هذا هو. قارن الجزائر بالمحيط نتاعها ما تشبهش المحيط نتاعها. راكم شفتوا الانتصارات نتاع الشعب، مش نتاعي انا ولا تاع اطارات الدوله هذه. الكوفيد مثلا تشوف غير الناس غير تنتظر دوك تجي الموجه الرابعه دوك واش راكم مستعدين. هذا ما كان. قول لي دروك كي راك يا اخي دروك ماك حاسب والو. دول عظمى جدا راه في 30,000 حاله يوميه. انت عندك 160 170 تقول لي راه طلعت. احمد ربي. ليه ما يحمدش ربي؟ راه ما يرضيش. ولكن ما يتكلموش علينا لان الجزائر مقررين ان الجزائر ابدا ما تبقى المثل الايجابي. تذكرها بسلبياتها فقط. حتى التلفزيونات الغربيه راكم شفتوا كاش نهار تكلموا على التجربه تاع فلاح، تكلموا التجربه هذه، تكلموا ما كانش الا راه فلان دخلوه الحبس، فلان ضربوه، فلان هذه فلان هذه. بينما الدول الاخرى شعب مقهور جايع ما تكلموش عليه خلاص. حنا في خطه لتركيع الجزائر وتركيع. اما نرجع للدبلوماسيه نتاعنا، فيه دبلوماسيه اللي لازم لها سريه، نوع من السريه، وتعلن لما توصل النتيجه. لان في بعض الاحيان الامور لما تكون دخلت في خانه الاعلام مضاد وهذه تفسد. والف مثال. سي محمد لازم نحمد ربي سي محمد على حسب الكلام تاع سي عبد المجيد تبون. مي اوسي هضر على الانتصارات وهضر باللي vous êtes en train de parler que des négativités si on peut dire، حاشا السلبيات. فيه خطه يعني ان بلان لتركيع الجزائر. انت يعني dans votre première intervention vous avez parlé un déni de voir le réel. Est-ce qu'on est dans cette logique si Mohamed Khelfaoui? Peut-être que la manière de le dire, on aurait pu dire que si ailleurs les chiffres sont alarmants en ce qui concerne cette pandémie, en Algérie, au Sahel d'Arabie, nous sommes qu'à un petit nombre que nous pouvons maîtriser, mais pas en se révoltant. Bon, ceci étant, c'est mon point de vue, le collègue. Mais en fait, franchement, comment il a démarré et la continuité du discours n'est pas. Je n'ai pas réussi à faire la liaison entre les deux. Ceci étant, l'Algérie est particulière dans sa zone. L'Algérie a choisi un mode depuis l'indépendance. Il est bon, il est mauvais. Ça, c'est le temps qui a découvert ce qui devait être découvert, c'est-à-dire des échecs, et par endroits certains réussites depuis Boumediene Rahimahullah, qui était honnête dans son travail, qui avait un projet, qui avait un dessein pour le pays, mais malheureusement, sa planification s'est avérée, en fin de compte, disons un échec, parce que la révolution agraire, la révolution industrielle ou la révolution culturelle n'ont pas donné ce qui était espéré, attendu, et malgré les sacrifices et le travail constant. Mais Saleh Goudjil, si Mohamed Khelfaoui a mentionné que cette Algérie, c'est la continuité de l'Algérie de Boumediene. Il a même mentionné ça quand Mais je ne sais pas pourquoi les gens considèrent que la continuité est la chose qu'il faut conserver. Non, lorsque les choses vont mal, lorsqu'on peut se tromper dans une programmation, dans une décision, et on change, il n'y a pas de continuité. Et d'ailleurs, il n'y a pas de continuité. On était dans un socialisme, comme on disait, à l'algérienne. Aujourd'hui, on est dans un libéralisme. Quelle est cette continuité dont on parle? Par exemple, l'URSS elle-même ne pouvait pas aller dans la continuité vu les résultats qui s'imposaient devant elle. Mais l'Algérie a choisi un autre mode, je ne sais pas, indépendantiste, je dirais. Elle a toujours été
le terme peut-être est fort, mais dans une certaine provocation. Tout le monde se rappelle l'Algérie qui recevait des dissidents, des opposants, aussi bien venus des États-Unis pour certaines révolutions raciales. Les gens ont fui l'Algérie qui abritait les dissidents ou les révolutionnaires de l'ETA, des Espagnols, de l'IRA, même des Français, donc de la Grande-Bretagne. Ce sont les trois puissances mondiales et l'Algérie faisait ça. L'Algérie, c'est vrai qu'il y a un côté quand même positif. Elle a œuvré énormément contre l'apartheid, par exemple. Elle œuvre toujours pour la libération des Palestiniens. La Palestine qui, il faut se le dire, n'était pas très confiante envers l'Algérie. Les accords d'Oslo, je me rappelle lorsque Chedli Bejdid a été surpris et il a fait une déclaration, il s'est étonné comment on n'est pas tenu informé, par exemple. Et donc, si on a choisi ça avec notre socialisme, donc du côté plutôt bloc Est, qui était donc le rival du bloc Ouest, pourquoi maintenant, au contraire, si les résultats menacent désormais la stabilité, l'unité territoriale, etc., et la continuité n'est pas de mise. Au contraire, maintenant qu'on nous dise la force la force de frappe algérienne, Spinoza, en son temps, écrivait que la puissance sans alliance n'est que théorique. Alors, apprenons les leçons, essayons d'aller vers quelque chose qui peut réellement confirmer ou alors renforcer cette puissance. Il ne s'agit pas d'avoir, d'avoir des armes, etc. Il y a beaucoup de pays qui ont des armes, mais ce ne sont pas des puissances. Aujourd'hui, l'Irak était, disait-on, la 4e armée du monde, mais ce n'est pas au niveau de l'armée uniquement. L'armée, c'est vrai, elle doit se préparer, elle doit s'équiper, se former, se professionnaliser surtout. C'est un système d'hommes et un système d'armes il faut qu'il soit rivé sur son système d'armes et pas sur le politique ou là sur le social. C'est pas son but. Aujourd'hui, les déclarations de Monsieur le ministre des Affaires étrangères, en lequel nous avons beaucoup d'espoir, parce que j'ai toujours dit personnellement, et peut-être que je n'ai rien inventé, la défense d'une nation, c'est sa diplomatie. Sa diplomatie, c'est la défense. Elle est aussi bien une arme offensive que défensive. C'est d'elle que dépendent les relations, les alliances, et ensuite vient l'armée en cas où les choses, comme disait Clausewitz, la guerre serait la continuation de la politique. Mais nous avons une déclaration avec un langage qui montre que notre ministre est fortement déçu. C'est-à-dire que tout le travail n'a pas donné le résultat escompté, en particulier ce que nous apprenons aujourd'hui, la Libye qui tire, et elle livre sa place au sein du Conseil pour la sécurité et la paix de l'UA. Elle la remet, l'offre au Maroc, sachant pertinemment que nous avons de graves problèmes avec le voisin de l'Ouest. Nous qui travaillons avec la Libye depuis la nuit des temps, la Libye qui nous a aidés, qui a abrité certaines bases de la révolution algérienne, etc. Voilà que... Très bien. Alors, on était des naïfs, voilà, naïfs. Restez avec nous, Mohamed Khelfaoui, Nourdine Aoussat. On va revenir donc sur les déclarations de Ramtan Al-Amamra. Il rajoute donc dans son interview, il dit que selon bien sûr M. Al-Amamra, l'idée d'utiliser la carte du Sahara occidental pour renforcer le Maroc et affaiblir l'Algérie est toujours d'actualité. La question a ressurgé à nouveau suite aux affaires de terrorisme et de hirak populaire en Algérie, en pensant que l'Algérie est occupée par ses affaires internes. Comment peut-on lire ces déclarations, Nourdine Aoussat,
sachant qu'on ne peut pas avoir de diplomatie. Vous avez entendu ce qu'a dit M. Mohamed Khelfaoui. On ne peut pas avoir de diplomatie forte si on n'a pas donc une politique de l'intérieur qui est forte aussi, où le peuple adhère au choix politique et à l'orientation politique, alors qu'on vit en ce moment une rupture avec les revendications du peuple d'un côté et les choix politiques du système. J'ai deux remarques d'abord par rapport à cette interview que j'ai entre les mains. C'est tout le contraire. C'est tout le contraire de ce que les deux passages que tu as passés de Tebboune. Tebboune qui est très offensif, avec des expressions un peu vagues et légères et un peu trop populistes, pour ne pas dire plutôt démagogiques. C'est tout l'inverse. Quand on lit l'interview de Ramtan Lamamra, il est plutôt sur la défensive, il est plutôt sur la préventive, il est face à la réalité. Tebboune, il était dans le déni, l'Algérie. Là, Ramtan Lamamra, il est dans cette interview qui est la plus récente, il voit un peu ce que toutes les fanfaronnades et toutes les déclarations légères que lui ou Abdelmajid Tebboune faisait il y a quelques mois, aujourd'hui, on est sur un autre temps. Ça, c'est la première remarque. La deuxième remarque, c'est que Ramtan Lamamra, dans cette interview, il cite deux fois le Hirak. Il le cite une première fois comme étant un point positif. Absolument. Que c'est le Hirak qui a sorti l'Algérie de l'enclavement ou de l'isolation dans lequel elle se trouvait pendant la décennie noire. Mais il ne parle pas des 20 années, il ne parle pas surtout des 5 dernières années où l'Algérie était totalement sortie de la scène internationale. Il ne parle pas de cela. Il ne parle pas de cela. Donc ça, c'est une autre remarque. Dont il était aussi ministre des Affaires étrangères, Nourdine Aoussat. Qui de plus, voilà. C'est surtout ces 5 années-là, 2013, 2019, 2014, 2019, en quelque sorte, qui a fait le plus de mal à la diplomatie algérienne, qui a fait de plus de mal à l'image de l'Algérie sur la scène internationale. Ne l'oublions pas. Parce que c'est très important. Et il parle de cette image, c'est Nourdine. Je vais vous lire ce passage et je vais vous rendre la parole très rapidement. Il parle, Lamamra fait état par ailleurs d'une propagande qui tente de déformer la vraie image de l'Algérie, relevant que certains ont des lobbies étrangers en France et aux États-Unis pour noircir l'image de l'Algérie et blanchir celle du Maroc. Eh bien, bien sûr, c'est parce que c'est tout ce que disait Khelfaoui tout à l'heure qui fait encore l'éloge de Boumedienne. Est-ce qu'on peut faire l'éloge de Boumedienne en 2021 ? Sincèrement, franchement, avec tout le respect, je respecte beaucoup Khelfaoui, mais est-ce qu'on peut aujourd'hui, en 2021, faire l'éloge de Boumedienne qui avait un programme ? Quel programme avait Boumedienne, sinon de militariser le système politique algérien? Quel programme avait Boumedienne, sinon de faire taire, de bâillonner toute voix, toute opinion politique qui était contraire à la sienne? Quelle politique avait Boumedienne, sinon de ruiner l'agriculture algérienne qui, à la sortie du colonialisme plutôt, on assurait 94% de nos besoins alimentaires. À la fin de la révolution agraire, on en était à 36 ou à 30% seulement de nos besoins alimentaires. Oublions Boumedienne. D'autant plus qu'il a été cité par Salah Goudjil. Oublions cela. Et là, je passe pour répondre directement à la question, c'est Nassar. Il y a deux choses. Il y a ce qu'on appelle le soft power et il y a ce qu'on appelle le hard power. Le hard power, c'était les années 80, 90,
Mais c'est fini. Le Maroc avait compris depuis longtemps. Et le monde entier a changé, Sinourdine. Et le monde a changé. L'Algérie n'a pas changé. Le monde a changé. Depuis la chute du mur de Berlin et l'absence de la politique du rideau de fer, le monde avait changé. Et nous, les Algériens, parce que nous sommes guidés par les mêmes vieux de ce monde ancien, nous n'avons pas changé. Nous n'avons pas vu le monde changer devant nous. Et voilà. Très bien, restez avec nous, Sinourdine. Sinourdine, je pense que si Mohamed Khelfaoui voulait juste rebondir. Si Mohamed Khelfaoui, très rapidement, je vous redonne la parole, mais parce qu'on a été rejoint par Maître Nabil Ismail. Tfadal, c'est Mohamed. Le monde a changé et même le manakh, le climat a changé. Rabbi بدل كلش sauf le système algérien c'est extraordinaire, c'est Mohamed. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Alors, pour revenir sur Boumediene, moi j'ai une autre approche. Si on veut amener le pays à un changement, il faut beaucoup de sérénité. Des hommes ont travaillé dans des conditions particulières. À l'époque de Boumediene, il était à la mode de voir ce système-là peut-être donner quelque chose. Mais c'est Mohamed, à force de parler, parce que c'est important, quand on parle de sérénité, on est en train de perdre beaucoup de temps, c'est Mohamed, dans l'Algérie. La référence, c'est toujours le passé. On parle de 70% de la jeunesse de ce peuple algérien. Elle est formée de 70% de jeunes. Ces jeunes, ont l'accès aux réseaux sociaux. Ils sont en train de voir ce qui se passe dans le monde. Ils ont des ambitions. Pourquoi on doit les condamner à vivre dans les années 80, dans les années 70 ? Oui, non. Là, vous changez, vous passez sur un autre sujet qu'on a discuté. Vous connaissez mon point de vue sur ce point-là. Mais c'est pour dire uniquement que Boumediene avait réellement un dessein pour le pays. Maintenant, il n'a pas réussi, je l'ai dit. La révolution agraire, c'était un échec. L'industrie industrialisante, etc., s'est avérée également un échec. On a vu ces entreprises bradées par la suite, etc., et tout ce qu'il a entrepris. Mais il n'y avait pas de démocratie ou de liberté d'expression. On peut mettre ça sur les conditions d'un pays qui venait de sortir d'une guerre de libération avec tous les Algériens au chômage, sauf ceux qui travaillent au port pour aider la manutention, ou ceux qui étaient, avaient mis un terme à ça, des cireurs ou alors des paysans juste avec le petit lot de terrain, parce que tout le reste a été accaparé par les colons de l'époque. Il faut revenir à ça. On n'avait pas de médecins, on n'avait pas d'éducateurs, donc Boumediene était dans une situation particulière. Je ne dis pas, il aurait pu opter pour un autre système. Très bien. On va dépasser cette étape. C'est Mohamed Khelfaoui, parce qu'on a été rejoint par Maître Nabil Ismail et on ne veut pas la perdre encore une fois. Maître Nabil Ismail, bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik, maître. Bonsoir et merci de m'avoir invité et bonsoir à tous vos invités, à tous nos auditeurs. Merci Maître Nabil Ismail. Maître Nabil Ismail, le pouvoir entre menaces et complot, quand on voit un peu, on décortique ce qui a été dit par Ramtallah Mamra. Ramtallah Mamra parle de menaces, l'Algérie est encerclée donc de menaces, les complots de l'étranger. Avant de vous donner la parole, Maître, on va juste écouter les déclarations du ministre, le nouveau ministre de la Communication, Mohamed Bousselimani. On l'écoute et je reviens à vous très rapidement. إن وكالة الأنباء الجزائرية التي ولدت من رحم الثورة التحريرية المباركة وكانت لسان حالها الإعلامي تعتبر صرحا إعلاميا عموميا لعب ولا يزال دورا رائدا في تمكين المواطن من الحق في المعلومة ومرافقة جهود البناء والتطور المنشود والدفاع عن صورة وصوت الجزائر، وبواجب المواطنة من خلال الدفاع عن ثوابت الأمة ومقوماتها
والتصدي للبروباغندا والمعلومات المغلوطة التي يسوق لها أعداء الوطن ومن سار على نهجهم من الخونة والمرتزقة. ومما لا شك فيه أن دور الوكالة التي ولجت عالم الرقمنة باقتدار يزداد اليوم تأكيدا في ظل المخططات العدائية والحرب السيبرانية الشرسة التي تستهدف وحدة وأمن وسيادة واستقرار الجزائر الجديدة. Donc ça, c'était Mohamed Bouslimani qui est le nouveau ministre de la Communication. Vous l'avez entendu, donc on voit des menaces partout, des complots partout. Certes qu'il y a des menaces, ils sont réels bien sûr, mais est-ce qu'on peut parler des mêmes menaces du régime? Est-ce que ces menaces sont amplifiées? Est-ce qu'on vise le Hirak? Nabil Ismail, comment peut-on lire l'interview de Ramtal Amamara et ce qu'a déclaré le ministre de la Communication? En réalité, ça part dans le même sens. Ça part dans le sens où il faut tout oublier et s'occuper que de cette menace extérieure. La menace extérieure, si elle existe et si elle pèse autant sur les tenants du pouvoir, ça veut dire qu'ils sont sûrs que le pays est vulnérable. Ils sont sûrs qu'ils n'ont rien fait pour protéger le pays et pour protéger le peuple algérien. Maintenant, si on utilise ça pour nous noyer dans cette histoire de complot, je n'écarte aucunement la menace sur le pays. Mais qui est responsable de la situation dans laquelle on est arrivé? Qui est responsable? La vulnérabilité du pays est due à une mauvaise gouvernance. Pourquoi ils sont en train d'amplifier? Pourquoi ils sont en train d'utiliser ça? Pourquoi ne pas parler de la nécessité d'ouvrir le champ politique, d'ouvrir toute alternative et d'ouvrir toute possibilité de régler la crise politique en interne pour renforcer la stabilité du pays, pour devenir une force et empêcher toute menace. Moi, ce n'est pas possible de continuer à parler de menaces et de complots et de continuer à ignorer les revendications internes, parce que c'est comme si on avait l'impression que demander une ouverture ou demander le droit d'exercer l'activité politique constitue une menace sur la stabilité. Ce n'est pas possible de continuer à parler de ça pour faire taire toute voix qui ne soit pas d'accord avec la ligne du pouvoir actuel ou avec le pouvoir. S'ils avaient des solutions, s'ils avaient une légitimité, pourquoi ont-ils besoin de ramener Boumediene? Pourquoi ont-ils besoin de dire que الإعلام الجزائري هو وريث الإعلام تاع الثورة؟ يعني تهضر لي على واش درت انت، ما تهضرليش على واش صرا depuis 50 ans ou 60 ans. Parlez-moi de qu'est-ce que vous apportez de nouveau en 2021 pour consolider le pays, pour le mettre à l'abri de toute menace extérieure. ما تهضرليش باللي الناس باللي الخارج راهي مناسي فيا ولا oui. S'il y a un acharnement contre l'Algérie aujourd'hui, c'est parce qu'elle est affaiblie. Et elle n'est pas affaiblie par le Hirak. Elle est affaiblie par ce pouvoir qui se maintient en place et qui ignore les revendications du peuple. Elle est affaiblie. Vous savez ce qui se passe autour de nous, ce qui se passe en Tunisie, ce qui s'est passé hier au Maroc, ce qui se passe aujourd'hui au Soudan. Il y a un peuple, le peuple du Grand Maghreb, qui demande à être considéré, qui demande à être écouté, qui demande à construire son pays pour figurer dans la nouvelle configuration internationale. On en a marre qu'on nous sorte toujours القضية الفلسطينية ولا القضية الفلسطينية تبناها الشعب depuis des années. Et ce n'est pas pour autant qu'il a réglé ses problèmes en interne. Qu'on ne me sorte pas ça pour me faire oublier mes propres revendications à moi. Donc moi, Sahara al-Gharbia, oui, nous sommes tous, c'est un dossier qui est entre les mains des Nations Unies, que les Nations Unies assument ses responsabilités. Tebboune a bien dit que Hadl Milef, la commission, الحق في تقرير المصير تاع الدول التحرريه. Oui, nous sommes pour qu'il n'y ait plus aucune forme de colonisation. Nous nous battons pour ça. Mais Ben Ammé,
Donc je me bats pour les autres. Mais est-ce que je sais ce qui se passe chez moi? Est-ce que je me suis occupée des revendications de mon peuple? Est-ce que moi, quand j'écoutais tout à l'heure Chorfi et que j'ai essayé de compter le nombre de partis politiques qui ont participé aux élections locales, est-ce que j'ai besoin de 34 partis politiques? Tous les pays qui se respectent, les pays démocrates, les pays qui ont la culture démocratique, la culture de l'exercice politique, ils n'ont pas plus de 4 partis politiques qui vont à la course. Mais là, on a 40 ou 45 partis politiques pour éparpiller et pour effriter le gâteau et pour que personne n'ait la majorité et pour que l'administration décide ou qu'il y ait des alliances contre nature. Donc, écoutez, il y a un problème. Il y a un problème. C'est que le pouvoir... Mais Nabila Ismail, Maître Nabila Ismail, le pouvoir, il dit que le problème, c'est ceux qui demandent qu'il y ait une période de transition, sont un prolongement de ces menaces, de ces complots. C'est selon lui. C'est selon lui. Parce que je ne peux pas rentrer dans sa façon de voir les choses parce qu'elle est différente de la mienne. Mais dans une période de transition, quand on parle de période de transition, c'est pour assainir un héritage qui a détruit le pays. La période de transition, c'est pas pour couper des têtes, c'est pas pour juger les gens. Moi, je fais partie de ceux qui disent que s'il faut pardonner à tout le monde pour sauver le pays, faisons-le. Faisons-le à la Nelson Mandela. On ne peut pas continuer à vivre dans un passé qui nous empêche de voir l'avenir. On ne peut pas continuer à vivre avec Boumdien et à vivre dans la décennie noire et à vivre avec la menace extérieure pour occulter un avenir qu'il faut construire ensemble. Nous devons apprendre à vivre ensemble. Il faut absolument sauver ce pays. Et pour sauver ce pays, ce n'est pas la diplomatie. La diplomatie a son rôle, l'armée a son rôle pour protéger le pays, mais la vulnérabilité du pays, c'est ça la véritable menace sur le pays. Maintenant, eux, ils voient que la période de transition est une menace. C'est leur façon de voir les choses. Parce que pour eux, la période de transition est une période où les choses doivent être assainies, où les lois il faut qu'il y ait un SMIC de légitimité. Or, toute la feuille de route du pouvoir est dépourvue de légitimité parce qu'elle va à l'encontre de ce que demande le peuple. Moi, hier, j'ai écouté Abdou Smar qui a intervenu dans votre émission quand il a dit finalement le Hirak a échoué, le pouvoir a réussi. Mais je ne suis pas d'accord. C'est son avis que je respecte. Le Hirak a réussi en résistant à tout ce que le pouvoir est en train d'utiliser contre le peuple. Le pouvoir est en train d'ignorer le peuple. Parce que mais c'est pas en me divisant, en me faisant des lois liberticides, des lois répressives, en utilisant toutes les institutions de l'État pour réprimer les voix discordantes. C'est pas comme ça que je vais construire Très bien. à une menace extérieure. Le peuple, dont le procès est fixé pour dimanche prochain, parce que moi, quand j'entends M. Tebboune comparer l'Algérie à d'autres pays, mais l'Algérie est riche, elle ne peut pas. Si elle est pauvre aujourd'hui, c'est parce qu'elle est mal gérée. Très bien, restez avec nous, Maître Nabila. Je reviendrai à vous. Mohamed Khelfaoui, je ne sais pas si je dois donner la parole à si Mohamed Khelfaoui ou là, Maître Nabila. Si on revient à vous, Mohamed Khelfaoui, le peuple est en train de voir que la vraie menace, le vrai complot, c'est la continuité de ce système. On a vu ce qui s'est passé en 2019, depuis 2019, donc le soulèvement populaire qui demande donc la rupture avec la façon de gérer notre pays. Est-ce que vous pensez que la vraie menace, c'est la continuité de ce système? C'est Mohamed? Ah oui, je vois que la menace, en tout cas, la menace de la continuité du système est une menace. Le système lui-même est devenu une menace pour la sécurité nationale. Ce que nous le voyons, lorsqu'on s'attaque au Hirak, le Hirak n'a pas affaibli, au contraire,
Au contraire, il a interpellé le pouvoir, il l'a remis en cause, il a donné un coup de pied dans la fourmilière, comme on dit. Et la preuve, c'est que ce qui s'est passé depuis 2019 jusqu'à 2020. Donc le Hirak est au contraire, aujourd'hui plus encore qu'hier, et l'élément de sauvegarde, l'élément de sauvetage du pays, la planche de sauvetage pour le pays. Il est là, et si on veut maintenant s'en sortir de ce guêpier dans lequel nous sommes, il faut s'appuyer sur le Hirak et aller dans cette vision, d'ailleurs qu'ils partagent eux-mêmes, le pouvoir le sait, mais je ne sais pas pourquoi ils ne font pas le pas en avant, le pas salutaire en avant, et pourquoi, d'après vous, si Mohamed Khelfaoui, pourquoi ils ne veulent pas faire le pas, pourquoi ils ne veulent pas accepter qu'il faut qu'il y ait une ouverture, il faut écouter le peuple, il faut avoir le peuple de son côté. On ne peut pas gérer un pays sans le peuple. Tu gères avec ta clientèle ou chab wahdou. Absolument. Toute la question est là, le pourquoi. Toute la question est là. C'est-à-dire que on se demande, je suis certain que comme nous autres, nous voyons certaines anomalies, je suppose qu'ils voient la même chose. Ils vivent en Algérie, ils ne vivent pas ailleurs, sauf s'ils vivent sur une autre planète. Avec mais c'est Mohamed, pour eux, toutes les anomalies qu'on est en train de parler, ou qu'on a débattu في المغربية ou dans d'autres chaînes, c'est les menaces, c'est les complots, même les incendies qu'on a vus dans la Kabylie pendant l'été, c'était des complots, les complots de l'étranger. L'assassinat de Jamal Ben Smaïl, Rabbi Rahmou, c'était un complot aussi, le manque d'oxygène, c'est un complot, les inondations, les inondations, c'est un complot, le manque de batata, c'est un complot. On peut dire plein de choses, حتى واحد يولي راسو يحبس, la logique تروح له, c'est Mohamed. Si le peuple, si on accorde la parole au peuple, et il va dire que s'il y a complot, s'il y a menace de l'extérieur, c'est contre ce peuple. Et ce peuple n'a pas uniquement en face de lui la menace extérieure, il a aussi la menace intérieure. تتكلم تروح الحبس, تدير حاجات الحيك الخدمة ولا les trucs qui se passent, c'est à devenir fou. Le peuple, c'est lui qui doit se plaindre de tout ça, des menaces de l'extérieur et quelques menaces de l'intérieur. Quant aux menaces, je ne connais pas un seul pays au monde qui ne se sont pas menacés. Les États-Unis se sont menacés, vous voyez l'intervention telle que c'est dit par les Américains eux-mêmes sur l'élection de Trump ou sur des choses, la Russie qui menace, ils sont menacés par la Chine qui envahit le monde par sa force économique, le Japon qui se sont menacés, la France également, le Mali, le Tchad, l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, la Libye, tout le monde a une menace autour d'elle. Et les gens travaillent en fonction de tout cela, donc on se prépare ou on essaie d'atténuer la force de la menace. D'abord, on travaille en intérieur, parce qu'à l'extérieur, la force est relative. Si on a une bonne prestance, une bonne endurance et une bonne vision, un bon équilibre à l'intérieur, la diplomatie peut agir en effet. Et c'est ce qui est demandé. Maintenant, rester comme le disait, moi je suis tout à fait d'accord, il n'y a pas lieu de nous citer des personnalités très fortes, à moins qu'on ait un complexe d'infériorité, alors on essaye de se rattraper à Boumediene. Et non, c'est pas Boumediene, aujourd'hui c'est pas Boumediene. Très bien, restez avec nous Mohamed Khelfaoui. Si vous voulez terminer peut-être l'idée. Oui, c'est-à-dire que maintenant, il faut voir depuis 2019, le mouvement du Hirak, tout le reste, il a eu ses hommes, il a eu ses intervenants, il a eu... Si on arrive à répondre au Hirak à partir de 2019, dans un cadre serein, sans accuser, sans passer au risque, en évitant tout risque pour le pays, nous pouvons avancer et changer positivement
notre pays Très dans bien. le meilleur et certainement pas dans le pire. Très bien. Sinourdine, à vous la parole, Sinourdine. On voit des menaces partout, des complots partout. J'ai même oublié de mentionner même le stade de Tchaker. Yani, qui est l'équipe nationale, c'était un complot parce qu'on n'a pas eu le gazon qu'il fallait. Ils ont même parlé d'un pays voisin qui était responsable de la qualité du gazon. Sinourdine. Oui, ça, si tu veux, la réponse, elle est connue, c'est Nassar. La réponse, elle a été écrite en 1949 par George Orwell. George Orwell, dans son roman 1984, il nous donne un pays qui s'appelle Océania, qui aujourd'hui s'appelle Algérie, qui va complètement changer la politique en imposant la surveillance, le complot, la suspicion, et il va inventer une nouvelle langue qu'on appelle la novlangue. Cette novlangue, c'est te faire croire que tu peux admettre dans ton esprit, logiquement, rationnellement, la chose et son contraire. La chose et son contraire. Si tu veux croire que l'Algérie est forte et en même temps de dire attention, l'Algérie est faible, elle est menacée de partout. De te dire que il n'y a pas de problème, je dirais, de pommes de terre et en même temps de te dire il y a un problème puisqu'il y a des complots. De te dire par exemple, la dernière en question, qu'on va continuer à subventionner les produits jusqu'à ce que يَرِثَ اللَّهُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا, et en même temps de voter une loi qui va supprimer la subvention pour 14 produits. C'est ça le problème, c'est les contradictions. Mais passons sur le discours de ces gens-là. Je ferai juste une remarque par rapport à l'interview de Selam Amra. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, en tout cas vous ne l'avez pas relevé, Sénassar, c'est qu'il dit ce qui s'est passé en 1975, où c'est le régime qui a été visé. Aujourd'hui, c'est l'Algérie qui est visée en tant que nation, ainsi que son unité nationale, sa souveraineté, son indépendance nationale, etc. Mais il y a un scoop ici. Martan al-Amamra nous dit, d'ailleurs, il s'est trompé de date, c'est pas 1975, c'est 1976. 27, 28, 29 janvier 1976, Amgala 1, Amgala 2. Donc, l'Amamra, il nous dit que ce qui s'est passé en 1976, la guerre avec le Maroc, c'était le régime qui était visé et ce n'est pas l'Algérie. Et que c'est seulement aujourd'hui que l'Algérie est visée en tant que nation, en tant que... Non, tout ça, c'est de la novlangue, tout ça, c'est de la démagogie. Il faudrait qu'ils se ressaisissent, il faudrait que ces politiques se ressaisissent. Ils ne peuvent plus jouer sur les sentiments, le complot, la menace internationale. Nous sommes au courant de tout. Moi, je fréquente les Marocains depuis 35 ans. Au quotidien, je suis en contact avec les Marocains depuis 35 ans. J'ai passé un séjour au Maroc de 3 mois. J'ai fait un stage en 91 dans la plus grande banque marocaine. On m'a ouvert tous les dossiers pour mon mémoire. J'ai fait un mémoire de 145 pages. Je connais les Marocains. Ils vont pas nous convaincre ou soi-disant nous bluffer en nous disant que le Maroc nous veut du mal. Non, peut-être qu'il y a des hommes qui menacent, qui utilisent la politique pour renforcer leur front intérieur, mais le peuple marocain, on l'a vu. Si on avait une politique rationnelle, une politique étrangère rationnelle, qui cesse d'agresser par des mots, par des déclarations. Mais Sinourdine, il y a ceux qui diront aussi qu'on parle du régime marocain, pas du peuple marocain. Il y a ceux qui vont défendre la position du régime algérien. Oui, mais le peuple marocain dans son immense majorité, il est pour le Sahara marocain. Il est pour le Sahara marocain. Donc nous, si on avait au moins
mener une politique objective par rapport à ce dossier du Sahara occidental en laissant le dossier qui, depuis 1991, avec James Baker et sa proposition, aider à ce que la résolution de l'ONU de 1991 puisse voir le jour et être appliquée, oui, mais si au contraire on rajoute c'est-à-dire nos problèmes à ceux des Marocains, je pense qu'il y a une erreur. Si tu permets juste une remarque... Très rapidement, c'est Nordine, parce que je dois donner un peu de temps aussi pour Maître Nabil Esmaïl. Justement, parce qu'elle est là, c'est juste pour apporter une nuance. Elle vit en Algérie, bien sûr, elle ne connaît pas donc, ce qui se passe en Occident. En France, il n'y a pas que 4 partis. Les élections présidentielles, il y a au moins 30 candidats de différents partis qui se présentent. Et dans les élections locales et aussi législatives, il y a au moins une quarantaine de partis politiques. On n'entend que juste les plus grands partis, mais il y a le pluralisme démocratique veut qu'on donne la voix à tous. Le problème en Algérie, il est ailleurs dans la fraude. Très bien. Restez avec nous, c'est Nordine. Maître Nabil Esmaïl, j'aimerais vous donner la parole, mais on va revenir un peu parce qu'on n'a pas eu le temps d'avoir donc cette vidéo, les déclarations de Mohamed Chorfi, le président de l'ANI, par rapport à ces résultats des élections locales. On va essayer de faire passer juste un petit passage parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. On va revenir, bien sûr, sur l'analyse de ces résultats. On écoute Mohamed Chorfi. إذن حزب جبهة التحرير الوطني حصل على 5978 مقعد في 124 بلدية عبر 42 ولاية، وعدد البلديات التي تحصل فيها على الأغلبية النسبية هي 552 بلدية عبر 55 بلدية، وهكذا يتم يعني تعريف كل المتنافسين في هذا الاقتراع. 2 أن التجمع الوطني الديمقراطي حصل على 4584 مقعد في 58 بلدية عبر 27 ولاية حصل فيها على الأغلبية المطلقة. On a coupé un peu la vidéo pour essayer de gagner un peu le temps, mais je vais vous donner donc la liste des partis qui, à l'Ahsab, ce qu'a déclaré Mohamed Chorfi, le FLN en première position, le RND en deuxième position, la liste des indépendantes en troisième position, aussi le fort Mustaqbal de Abdelaziz Bel'Aid en quatrième position, en cinquième position on retrouve Albina de Bengrina, en cinquième position donc Albina, sixième position le MSP de Maqri et en septième position c'est le FFS, Maître Nabil Esmaïl. Ah, vous me faites un joli cadeau là en terminant avec cette dernière position FFS. Ça c'est vraiment de la provocation. Non, non, est-ce que non Maître, c'était beaucoup plus pour dire que voilà, donc c'est déjà vu, si on peut dire, la continuité est là, la boucle a été bouclée pour le régime. Quelle est votre lecture par rapport donc à ces résultats? C'est extraordinaire, c'est le Jazair al-Jadida avec Ahzab Tahaluf le Jazair al-Qadima, c'est extraordinaire. Nous sommes dans l'effet contraire de tout ce qu'ils essayent de nous vendre. Ça, c'est tout à fait normal. Mais moi, ce que je voulais dire, enfin, ce que je veux apporter comme remarque, c'est que c'est une élection qui est exactement comme les précédentes, c'est-à-dire comme les 3 rendez-vous ratés qui ont été imposés au peuple, parce que quand on voit les vidéos qui sont diffusées à travers les réseaux sociaux sur la fraude,
sur tous ces PV qui portent un numéro de participants ou un numéro de votants pour répartir ensuite par 400, 500 voix réparties. Vous savez, c'est une élection qui n'a attiré que des intéressés. Le peuple a été complètement désintéressé par ça, parce que je vais vous dire une chose. Moi, ce qui m'a choqué aujourd'hui, enfin hier et aujourd'hui, deux événements nous ont choqués. Je parle pour moi et je parle pour ceux avec lesquels on a discuté de ça. D'abord, c'est la prime qui a été votée pour les députés sortants. Il ne faut pas oublier que la première raison qui a été évoquée par Tebboune quand il a dissous l'APN 2017-2020, c'était Barnamej Shkara. Alors, Barnamej Shkara, ou 250 millions de primes de départ, ça, ce n'est pas normal. Ça, c'est vraiment pas normal. Le deuxième fait qui m'a marqué, il m'a marqué aujourd'hui, c'est le sujet de la composition de Français qui a été diffusé sur les réseaux sociaux, un sujet qui parle de l'assassinat abject de Jamal Ben Ismaïl Rabbi Rahmou, où on pose des questions à des élèves de troisième année moyenne, où on leur demande de cocher sur une case qui a tué Jamal. Est-ce que c'est la police ou est-ce que c'est les citoyens? Comment qualifier ce crime? Ça, c'est odieux. C'est odieux d'utiliser une affaire, un assassinat abject, une affaire qui est pendante devant la justice, de raviver cette peine, de raviver ce drame et de le donner à des enfants qui ne dépassent pas 15 ans et de leur demander de répondre à des questions qui sont pendantes devant la justice. Ça, c'est du mépris, c'est de la provocation. Comment voulez-vous que le peuple se réconcilie avec un tel pouvoir, avec de telles institutions qui sèment la haine, parce que s'ils remettent le dossier de Jamal Ben Ismaïl Allah yarhamou pour en faire un sujet d'examen dans une école de moyenne. Si on le fait, c'est pour raviver la peine, raviver la haine, stigmatiser encore la Kabylie, et ça, c'est une provocation de trop. Je demande, moi, en tant que citoyenne algérienne, en tant que militante des droits humains, militante politique, je demande que ceux qui étaient à la tête ou qui sont derrière ce fait soient questionnés ou même poursuivis, parce que c'est un dossier qui est devant la justice. On n'a pas le droit de l'utiliser dans un sujet de composition dans une école primaire ou dans une école moyenne. Alors, quant aux élections, les élections, tout le monde se plaint. Tout à l'heure, j'étais au tribunal administratif parce que nous sommes en grève, donc étant délégué en tant que membre du conseil de l'ordre du barreau de Tizi Ouzou, nous sommes obligés d'assurer un pité de grève. Donc j'étais au tribunal administratif. Vous ne pouvez pas imaginer le nombre de personnes qui sont venues faire des recours. Vous ne pouvez pas imaginer ce qu'ils ont raconté comme déplacement, ce qu'ils ont raconté comme fraude. Alors écoutez, on ne peut pas parler d'une Algérie nouvelle quand on ramène Boumediene et quand on parle de Boumediene et quand on parle de tout ce qui s'est passé depuis l'indépendance, ce qui prouve qu'ils n'ont rien produit et que c'est une succession de massacres contre le pays de 62 à aujourd'hui. On ne peut pas ramener une épopée ou une époque révolue, la ramener en 2021, ça veut dire qu'on a rien à oui. Maintenant, parce qu'il ne me reste pas beaucoup de temps, est-ce qu'on peut finir avec une touche positive, si on peut dire? Parce que d'un côté, on dresse un bilan qui est très négatif pour notre pays. Le régime aussi parle de menaces, de complots. La question qui se pose, bon, moi je vous dis une chose, je ne pourrai jamais être pessimiste parce que quand on est pessimiste, ça veut dire qu'on a désespéré. Et le désespoir est l'allié du diable. On ne peut pas désespérer quand on aime son pays. C'est comme si on désespérait devant un parent malade. Il faut tenir le coup, l'encourager, lui donner de l'espoir pour aller de l'avant. Nous, on est là pour vivre, on n'est pas là pour mourir. Et on est là pour construire le pays, pas pour le casser. Il s'agit d'une révolution. Donc la note d'espoir, c'est que le peuple a encore donné une leçon à ce régime en rejetant ces dernières élections auxquelles malheureusement a participé un parti qui est cher au peuple, qui est aimé et respecté par le peuple, qui est le FFS.
Donc moi je vous dis, la note d'espoir doit demeurer. Et il faut continuer à résister, il faut continuer à militer pacifiquement et il faut continuer à espérer, parce que c'est grâce à cet espoir que l'Algérie vivra. Ce sont des hommes, beaucoup d'hommes sont passés, ils sont partis, ils n'ont laissé que de mauvaises choses pour ce pays. Ce pays a de la jeunesse, il a de l'espoir, il a de l'avenir. Espérons tous ensemble imposer un changement pacifiquement. Merci, Maître Nabil Ismail. On est pressé par le temps. Très rapidement, si Mohamed Khelfaoui, je vous donne la parole, je termine avec Nourdine. Est-ce qu'on peut finir avec une note positive, si Mohamed, sachant que le régime ou le pouvoir brandit donc c'est les menaces d'un côté, les complots de l'autre côté. Très rapidement, si Mohamed. Oui, très rapidement, je rebondis sur ce que Maître Nabil Ismail disait à propos de l'examen de classe de troisième année du cycle moyen. Il s'apparente beaucoup plus à un sondage d'opinion, c'est-à-dire est-ce que la police ou les services sont-ils mis en cause dans la tête des enfants parce que c'est les parents qui parlent, ou alors c'est un test psychologique, l'effet que ça a eu, et non un examen. Ce n'est pas un examen, ça. Ça, c'est un test psychologique ou sondage d'opinion, ou les deux. Le deuxième message, ce sont les résultats des élections, des dernières élections. Le message veut dire que Hirak, vous avez échoué. Voici les partis que vous désignez du doigt comme étant les diables ou les malfaiteurs pour le pays. Eh bien, le peuple vote pour eux. Ils sont là. Et c'est aussi un message à l'extérieur que le Hirak n'a pas affaibli le pouvoir et le pouvoir est toujours là avec ses hommes. C'est toujours ça. C'est la note plus ou moins positive. Peut-être que l'Amamra, après avoir touché du doigt, selon l'interview qu'il a donnée, après avoir touché du doigt la situation dangereuse pour le pays, est-il ou sera-t-il en mesure de convaincre que la nécessité ou l'utilité d'écouter le peuple et d'aller vers ce que nous proposons de manière très calme et très sereine. يعطيك الصحة سي محمد. سي نور الدين الله يبارك فيك 30 secondes parce qu'on me dit je dois rendre l'antenne. Très bien. Très bien. Voilà, en 30 secondes, transition démocratique, convention. Donc ce livre, sorti en 2016, il fait l'analyse de 5 pays qui sont passés d'un système autocratique à un système démocratique. Entre autres, le Chili, le Mexique, le Ghana, l'Afrique du Sud, la Pologne, l'Espagne, etc. Et tous, ils ont mis du temps. Tous, ils ont mis des années pour le faire et l'Algérie est sur le chemin et elle le fera, cette transition. Merci. Merci à vous. Désolé de vous avoir pressé parce qu'on a dépassé le temps. Professeur Nourdine Aoussad qui était avec nous depuis Paris, militant politique. Merci, un grand merci aussi à Si Mohamed Khelfaoui, analyste sécuritaire, qui était avec nous depuis Alger. Et merci aussi à Maître Nabil Ismail, avocate et militante politique. Elle était avec nous depuis Alger aussi. Merci à vous d'avoir suivi cette émission.